Pourquoi parler des fantasmes féminins aujourd'hui a toute son importance? Eh bien tout simplement parce que le désir féminin, dans l'histoire, a longtemps été confisqué. Il n'a pas toujours été une évidence. Il n'y a que depuis quelques décennies seulement que les femmes ont conquis la possibilité de vivre leur sexualité librement. La pilule contraceptive dans les années 60 a ouvert la voie à une évolution et une révolution dans un élan de liberté sexuelle, mais s'ajoute aussi à cela l'émancipation de la femme par rapport à l'acquis de droits qui a permis une évolution, et cela à plusieurs niveaux, fort heureusement. Tout cela c'était hier, et même si notre société aujourd'hui évolue et change rapidement à l'ère d'Internet, de l'intelligence artificielle, notre évolution a eu une incidence dans notre sexualité, dans les relations d'ailleurs hommes-femmes. Et on ne peut nier que la liberté féminine qui s'assume et qui finalement est récente est aussi influencée, encore d'ailleurs, par des résidus du passé qui peuvent créer des incompréhensions sur ce qu'une femme peut vivre dans son corps et sa psyché. C'est à travers cela que nous restons encore profondément marqués par des siècles de dualité caricaturale sur l'image de la femme. Donc il y a d'un côté la femme à l'image pure, épouse dévouée, élevant sa progéniture, qui est respectable, qui est à l'image de ce qu'on attend d'elle. Et d'un côté, nous avons l'image de cette femme, l'amante, la salope, la catin, celle qui peut-être vend son corps, celle qui bafoue la morale, celle qui, parce qu'elle éprouve le plaisir ou même du désir sexuel, finalement n'est pas respectable, n'est pas considérée. Et cette scission est notre héritage, qu'on le veuille ou non. Et cela remonte loin, à l'Antiquité, déjà dans la Grèce antique. Et cela a été perpétué par les différentes sociétés, les religions. Et cela nous influence encore aujourd'hui. Le corps de la femme a été une propriété. Et cela laisse encore des traces profondes dans la psyché féminine et masculine. Et même si cela peut paraître lourd ou répétitif d'aborder toujours ce constat, mais il est nécessaire. Parce que admettre cela, c'est mieux nous comprendre dans nos processus, c'est mieux identifier ce qui se joue en nous dans notre inconscient. Parce que les fantasmes sexuels, par exemple, sont issus de ce processus inconscient, donc influencés par notre héritage. Et je l'observe régulièrement dans mes consultations. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se sentent partagées entre ce qu'elles s'autorisent et ce qu'elles répriment, comme si elles n'étaient pas entièrement à elles-mêmes. Alors cela peut paraître étonnant peut-être pour ceux qui ont développé leur sexualité et qui sont très à l'aise avec le sujet, et pourtant la honte et la culpabilité vis-à-vis de son désir, ses plaisirs ou ses fantasmes sexuels est présent encore chez beaucoup de personnes. Alors des sondages et études en nombre traduisent cela, et il y a une étude qui a été réalisée en 2024 par Apinio, où une Française sur deux aurait déclaré avoir déjà eu honte de ses fantasmes. Bien que les nouvelles générations ont davantage lâché les rênes et s'expriment ou vivent une sexualité plus décomplexée, en tant que sexothérapeute, je reçois de nombreuses femmes qui, soit n'ont pas développé leur imaginaire érotique, soit ne comprennent pas leurs propres fantasmes, ou ressentent de la culpabilité, de la honte à fantasmer, et même à réaliser leur désir charnel. Et je constate aussi pendant mes consultations que beaucoup ne s'autorisent pas, et d'ailleurs ne voient pas l'intérêt forcément de développer leur sexualité en solitaire, et ne développent pas non plus leur rêverie, leur fonction imaginative liée à l'érotisme, tout simplement parce que, en fait, soit il y a une forme de ne pas se sentir légitime à cela, soit, comme je l'ai dit, de la honte, de la culpabilité. Et en fait, elles n'investissent pas, pour la plupart, cet espace. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on a toute cette liberté-là. Mais parce que notre histoire, parce que notre passé a encore cette influence sur notre inconscient collectif, mais en fait, ce sujet-là n'est pas si finalement fluide que ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de l'aborder aujourd'hui, et ce qui peut donner une grille de lecture assez intéressante, je trouve en tout cas. Alors pour ceux qui me découvrent au travers de ce podcast, je suis Aurélie Loiseau, sexothérapeute,
spécialisée dans l'accompagnement féminin depuis 2018. J'aide les femmes à se libérer, à s'épanouir dans leurs relations amoureuses et sexuelles, à renouer avec leur sensualité et leur puissance intérieure. Et j'ai créé ce podcast, Un monde sous ma jupe, dans l'intention de parler de la sexualité des femmes, mais aussi de pouvoir parler à tous dans ces difficultés qu'on peut rencontrer, ou en tout cas ce qui peut nous amener à davantage d'épanouissement dans notre relation à l'autre, dans l'intimité, dans la sexualité. On a souvent besoin de mieux comprendre, déjà parce que on est, en Occident dans cet état où, on aime, décortiquer les choses, apprendre et cela, nous permet d'évoluer aussi et donc, tout l'intérêt de ce podcast, c'est d'apporter une contribution pour, amener ces clés de compréhension. Donc, pour soutenir ce podcast, je vous inviterai à liker, à mettre des étoiles, à commenter, à me partager vos ressentis et même suggérer des choses. En tout cas, je suis ravie de vous voir de plus en plus nombreux à m'écouter, à vous abonner et à réagir. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, avant d'approfondir et de développer sur les fantasmes féminins, je tiens à préciser qu'il est évident que selon notre éducation, notre génération, l'environnement social dans lequel on évolue et notre histoire personnelle, que nos fantasmes nous sont propres et que finalement on est tous différents, on n'a pas tous la même manière de fonctionner par rapport à ça. Et il est difficile dans un podcast, pour autant qui aborde les fantasmes féminins, de ne pas rentrer dans certaines généralités. Parce qu'en effet, je vais parler de tendances communes qui se dessinent. Alors bien sûr qu'il ne sera pas question ici de juger si c'est bien ou non d'avoir tel ou tel type de fantasme, ou même si c'est bien ou non d'avoir des fantasmes, vous verrez, je vous en parlerai. Ce qui va être important ici, c'est plutôt de comprendre quel processus se joue lorsqu'on fantasme, ce que cela nous apporte. Donc je vais tenter d'abord de définir avec vous ce qu'est le fantasme. Ensuite, nous allons pouvoir évoquer justement ce que cela nous apporte et ce que cela nous permet de vivre, quel équilibre intérieur on peut trouver à avoir des fantasmes, ce que cela vient chercher chez nous. Bien sûr que ça va nous permettre de comprendre, en tout cas, ce qu'on peut y trouver. Et aussi, donc, d'évoquer ce que génère l'absence de fantasmes ou l'excès de fantasmes. Et puis, pour finir, nous allons parler des grands fantasmes féminins qui sont récurrents à la lumière des études récentes qui ont été faites à ce sujet. Donc, c'est finalement un moment ensemble à évoquer cet élément intrigant dans la psyché féminine, souvent porté au silence, pas toujours révélé dans l'intimité d'une chambre à coucher, parce qu'il y a celles qui rêvent en silence, celles qui partagent à demi-mot, celles qui gardent secret ou celles qui arrivent à se livrer. Mais vous en saurez davantage en tout cas, soit sur vous, soit sur votre partenaire, durant l'écoute de ce podcast. Qu'est-ce que le fantasme ? Quand je parle de fantasme, j'entends ici les représentations mentales liées à la sexualité, les images, scènes ou scénarios qui éveillent du désir. Un fantasme, c'est une histoire intérieure qu'on se raconte, une mise en scène mentale qui stimule l'excitation, sans pour autant que ce fantasme soit destiné à le réaliser. C'est d'ailleurs la grande différence, puisque le fantasme appartient au domaine de l'imaginaire, là où tout est permis. On peut retrouver les fantasmes dans ses rêves, dans ses pensées, et sans forcément maîtriser ce qui se déroule en nous, ou au contraire, on peut les alimenter volontairement avec notre créativité. Alors je précise que je ne parlerai pas ici de troubles ni de déviance, mais de la dimension plutôt psychologique et énergétique du fantasme, et de la façon dont il contribue justement à notre équilibre érotique. Alors le fantasme, c'est une forme de liberté absolue, parce que dans notre tête, nous pouvons tout oser, sans conséquence, sans jugement, sans besoin de se justifier. Alors que dans la réalité, bien des paramètres entrent en jeu, que ce soit le consentement, la pudeur, le besoin de sécurité, le respect de soi et de l'autre. Dans la réalité, il faut se sentir prêt à rencontrer l'altérité et aussi à ne pas
porter tout à notre contrôle, ce qui nécessite d'être davantage éprouvé, sollicité. Alors que dans les fantasmes, tout se déroule finalement, la plupart du temps, sans accroc, ou en tout cas, s'il y a des problématiques, c'est vécu autrement. Prenons un exemple, une femme peut fantasmer sur une relation à plusieurs, une relation sexuelle à plusieurs, sans pour autant désirer réellement la vivre. Dans son imaginaire, tout est simple, excitant, fluide, alors que dans la réalité, cela impliquerait d'autres enjeux. Déjà d'être à l'aise avec toutes les personnes qui sont présentes, donc la gestion de ses émotions, avoir, un regard bienveillant sur elle et accepter le regard de ces différentes personnes. Être dans l'intimité à plusieurs amène à être, éprouvé d'une certaine manière. On n'a pas forcément l'habitude, en tout cas, autant d'intimité comme ça à plusieurs et si l'on est en plus avec ça ou son partenaire, savoir gérer sa possessivité, le sentiment de jalousie, tout ce qui peut surgir en tout cas et qui peut, nous mettre peut-être un peu plus en difficulté que si on est simplement dans des fantasmes, dans des histoires qu'on se raconte, qui se déroulent en nous et qui sont, davantage plus positives puisque, finalement, tout ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc, ce décalage entre le monde fantasmatique et le monde concret est fondamental puisqu'en fait, c'est ce qui nous incite à réaliser ou non nos fantasmes. C'est aussi ce qui, nous permet, quand on souhaite réaliser ces fantasmes, de braver ses peurs, ses limites, ses appréhensions ou soit, au contraire, rester dans sa zone de confort car elle participe aussi à notre équilibre. Il y a aucune de ces voies qui n'est meilleure entre la décision de réaliser des fantasmes ou de ne pas réaliser ses fantasmes. Finalement, l'essentiel est plutôt de respecter son rythme, de s'écouter, d'écouter ses valeurs et bien sûr le consentement de sa ou son partenaire si on souhaite réaliser un fantasme à deux. Fantasmer, c'est aussi un acte créatif qui a une influence directe sur notre corps, puisque notre psyché transforme l'énergie sexuelle en images, en sensations mentales. Le cerveau réagit, il sécrète dopamine, ocytocine, donc le corps s'éveille, les organes sexuels s'activent, et cela sans qu'il y ait eu de contact physique. C'est un phénomène neuropsychologique fascinant, parce que le simple fait d'imaginer une scène érotique peut activer les mêmes zones cérébrales que l'acte sexuel lui-même. Alors cela a été observé grâce à l'IRM et on a la chance aujourd'hui d'avoir des méthodes qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau, lors de l'excitation sexuelle. Donc notre imaginaire a cette puissance, c'est de nous donner cette impression que nous vivons vraiment ce fantasme pendant qu'il s'élabore dans notre esprit. Le fantasme est donc une passerelle entre psyché et corps, une manière d'explorer ses désirs profonds et de nourrir sa vitalité sexuelle. Alors évoquons maintenant l'intérêt des fantasmes. Précisons aussi que certaines personnes vivent une sexualité riche, pleine, charnelle, sans avoir pour autant une vie fantasmatique développée. Leur plaisir passe avant tout par le corps, le contact, la peau, et ces personnes n'ont pas besoin de s'évader dans leur imaginaire. Elles vivent dans l'instant présent, dans leur ressenti. On peut très bien s'épanouir ainsi. Mais pour d'autres, souvent des profils d'ailleurs plus sensibles, cérébraux ou créatifs, le fantasme devient le point d'allumage du désir, ou en tout cas incontournable. Il suffit d'une image, d'une phrase, d'une idée pour que tout s'enflamme. Et c'est une autre manière de s'épanouir dans sa sexualité. Alors justement, creusons un peu sur ce dernier mode de fonctionnement. Que nous apportent les fantasmes ? Pourquoi cette activité intérieure et qui est invisible peut-elle transformer notre rapport au plaisir ? Premièrement, les fantasmes ont cette capacité de réactiver notre vitalité sexuelle. Et en effet, quand le quotidien s'installe, que le stress, la fatigue ou la routine alourdissent le corps, le désir, l'imaginaire, lui, peut littéralement tout renverser. Il y a eu une étude menée à l'Université de Montréal, et cela en 2023, qui a démontré que les femmes qui utilisaient leur imaginaire érotique ressentaient une augmentation de 40% du désir.
et cela en moins de 2 minutes. 2 minutes. Et c'est dire le pouvoir de l'esprit sur le corps. Une pensée, il suffit de 2 minutes pour que le corps s'excite. C'est un peu comme si, à travers une simple pensée, on rallumait le feu intérieur de notre désir. Une énergie qui est réanimée, qui réveille le corps endormi et on se reconnecte à sa vitalité. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'une patiente à moi m'avait partagé le fait que un jour, comme ça, alors que depuis plusieurs mois, son désir pour son partenaire s'était éteint, pendant cette nuit-là, elle a commencé à laisser son esprit divaguer et à s'autoriser à vivre une scène érotique et sensuelle, donc dans ses pensées. Et le lendemain, elle a senti un désir immense pour son partenaire. Et en fait, c'est comme si tout son corps s'était ravivé grâce finalement à ce qu'elle s'était autorisée à imaginer. Ce processus n'est pas anodin. Le fantasme agit sur les circuits de la dopamine, les mêmes que ceux du plaisir qui est anticipé. Donc, il met en mouvement la chimie du désir sans qu'aucun contact physique ne soit nécessaire. C'est un pouvoir d'auto-réveil, un souffle vital qui finalement peut nous servir quand on a envie d'aller plus loin dans le développement de notre désir, de notre plaisir quotidien. Et je trouve que c'est en tout cas, un vecteur assez intéressant lorsqu'on veut développer son épanouissement sexuel. Même si on peut très bien s'épanouir sans, utiliser ses fantasmes dans sa sexualité. Cela n'enlève à rien cela. Le deuxième constat qu'on pourrait faire par rapport aux fantasmes, c'est qu'ils entretiennent la curiosité. Oui, parce que le fantasme, c'est un terrain de jeu du mental. Il stimule notre curiosité, il nous fait sortir de nos habitudes. Et quand la sexualité devient prévisible, lui, il insuffle du relief, du mouvement, de la surprise. En fait, c'est une respiration pour le désir. Une bulle où tout est permis, où l'on peut explorer sans conséquences, sans blessure, sans peur du regard. Il y a eu en cela des témoignages intéressants, recueillis par la psychologue américaine Nancy Friday dans son ouvrage My Secret Garden, où elle avait noté que la majorité des femmes qui lui avaient livré des témoignages sur leurs fantasmes ne cherchaient pas forcément à réaliser leur scénario, mais finalement elles cherchaient à sentir leur puissance imaginative, à s'autoriser à rêver sans se censurer. Et d'ailleurs, une femme disait, dans un de ses témoignages, je la cite, « Ce n'est pas la scène qui m'excite, c'est la liberté que je ressens en l'imaginant. » Et c'est là que tout se joue. Les fantasmes peuvent être perçus non pas comme une fuite du réel, mais plutôt comme une façon d'y ramener du vivant. Les fantasmes nous empêchent de nous endormir dans nos certitudes. Troisièmement, les fantasmes subliment la réalité. Oui, le fantasme, c'est l'art de la transfiguration. Ce qu'il touche devient plus dense, plus symbolique. C'est l'art de sublimer. Un simple regard, un geste banal, un mot chuchoté, tout cela peut se charger d'une intensité nouvelle, grâce à notre capacité à érotiser. En cela, le fantasme joue un rôle d'alchimiste. Il transforme le concret en poésie sensuelle. Il ajoute du sens à la chair. Et c'est le psychanalyste et sexothérapeute Alain Héril qui a écrit dans son ouvrage « Je fantasme donc je suis », je le cite, « Le fantasme est la part d'âme du corps. Il permet à la sexualité d'être un langage, pas seulement un acte. » C'est une très belle phrase et tellement juste, puisque fantasmer, c'est donner une âme à son plaisir. Enfin et quatrièmement, les fantasmes révèlent et éclairent nos zones cachées. Nos fantasmes ne se contentent pas de nous exciter. Ils sont des miroirs de notre psyché, des révélateurs de ce que nous sommes au plus profond. Et en effet, ils mettent en lumière des parts de nous-mêmes que, dans la vie quotidienne, on tend des fois à étouffer. Le désir de pouvoir, l'envie d'abandon, la pulsion de fusion, le besoin de reconnaissance, la curiosité pour des expériences transgressives.
Tout cela se réunit à l'intérieur de nous-mêmes et vient se révéler au travers de nos fantasmes. Je vais vous donner cet exemple. Imaginez une femme qui fantasme être dominée. Au premier abord, cela peut surprendre ou choquer si on l'écoute de manière superficielle. Mais pour autant, ce fantasme n'est pas un projet ni un signe de faiblesse. En fait, c'est un espace mental où elle peut expérimenter la confiance totale en l'autre, l'abandon, et elle peut aussi s'autoriser justement à arrêter de tout contrôler, explorer une vulnérabilité qu'elle n'ose pas montrer au monde. En fait, c'est un voyage dans ses propres limites, et cela pour l'éprouver en toute sécurité, avec elle-même comme guide, ou soit avec un partenaire en qui elle a confiance quand elle veut réaliser ce fantasme. Ou prenez par exemple le fantasme de l'infidélité, si fréquent chez les femmes, et chez les hommes d'ailleurs aussi. Ce fantasme est assez récurrent, même dans des couples stables. En fait, il ne révèle pas forcément l'envie d'infidélité, mais plutôt une envie de nouveauté, d'intensité, de se reconnecter à cette part du désir qui s'endort dans la routine. C'est un moyen de réveiller son énergie vitale, de sentir encore le frisson de la séduction, de la surprise. Les fantasmes sont donc des outils d'auto-exploration puissants, puisqu'ils nous permettent de dialoguer avec nos zones d'ombre, ces parts de nous-mêmes que nous ne nommons pas, que nous ne regardons pas, que nous jugeons parfois. Et en les accueillant dans l'imaginaire, nous les éclairons, nous les intégrons, nous leur donnons une place saine dans notre psyché. Plutôt que de refouler ou de culpabiliser, nous les transformons en source de connaissances et de puissance intérieure. Une étude de l'Université de Québec à Trois-Rivières a mené sur plus de 1500 femmes et a montré que celles qui prenaient le temps d'explorer leurs fantasmes, même les plus sombres ou tabous, rapportaient un niveau de satisfaction sexuelle et émotionnelle plus significatif. Le fantasme devient ainsi une méthode de réconciliation avec soi-même, un moyen d'apaiser l'inconscient et de mettre de la lumière sur ses désirs, et sans peur, sans jugement. Et je me rappelle justement qu'une femme que j'accompagnais m'avait confié, au travers du parcours Femme épanouie que je propose, qu'elle avait toujours jugé ses fantasmes comme mauvais ou déplacés. En fait, elle a commencé ensuite, grâce à ce parcours, à les accueillir, à les observer, et même à les écrire. Elle a ressenti petit à petit une paix intérieure, comme si elle avait enfin accepté une partie d'elle, et le droit aussi, avec son corps et ses désirs, de ne plus avoir honte, de ne plus culpabiliser. Et c'est exactement cela. Le fantasme devient un espace sain, un laboratoire intime où l'on peut explorer toutes les facettes de soi, même les plus sombres, sans risque, sans honte, avec curiosité et bienveillance. Et c'est dans cette exploration que le fantasme trouve sa dimension la plus précieuse. Il n'est pas seulement érotique, il devient thérapeutique et révélateur. En accueillant nos fantasmes, même les plus inattendus ou dérangeants, nous offrons une carte intérieure de nos besoins, de nos manques, de nos envies, de nos peurs. Et nous faisons la paix avec ce qui nous habite et nous découvrons que nos ondes d'ombre ne sont pas des ennemis mais des alliés. Des alliés qui nous permettent de nous connaître mieux, de nous aimer davantage et de vivre notre sexualité avec plus de profondeur et de liberté. Les déséquilibres du fantasme. Parce que maintenant que nous avons vu la face épanouissante des fantasmes, il y a aussi la partie déséquilibrante. Lorsqu'on n'a peut-être pas fait un travail intérieur suffisant ou lorsqu'on a rejeté cette part de nous. Deux écueils peuvent apparaître, mais je souligne qu'ils sont déséquilibrants à partir du moment où ils vous empêchent de vivre de manière épanouie. On peut très bien, parce que je vais vous parler de l'absence de fantasme ou de l'excès de fantasme, mais on peut très bien vivre bien avec les deux. En fait, ce qu'il faut regarder simplement, c'est si ça vient nous parasiter dans notre quotidien ou si ça trouble notre épanouissement. Alors commençons par l'absence de fantasme. Certaines femmes disent ne jamais fantasmer ou très peu. Et c'est comme je vous l'ai dit, ce n'est pas problématique en soi, tant qu'on vit bien avec cela. Mais si l'on sent qu'il y a quelque chose de verrouillé, bloqué, et qu'on a envie d'aller voir ce qui s'y trouve, cela peut être lié à l'éducation, à un rapport au corps difficile, à des croyances religieuses ou à un stress chronique qui coupe le lien avec l'imaginaire.
Ce n'est pas forcément pathologique, mais cela peut donner une impression de manque ou de déconnexion d'une part de soi. Alors, si l'on a envie, peut-être, d'apprendre à développer cette part de nous créative, déjà pour nous-mêmes, avec des supports, il est possible de réveiller l'imaginaire érotique par la lecture, la BD érotique, la littérature érotique, ou on peut aller aussi vers les plateformes d'audio-fiction, qui sont intéressantes aussi. On en a une multitude maintenant, où on se laisse guider par la voix qui nous parle d'une scène érotique, qui nous laisse vivre une scène érotique. Ce sont des supports qui nourrissent la créativité, qui respectent pour autant les limites de chacun, et il y en a pour tous les goûts. Ce qui peut permettre aussi, par soi-même, de développer cet imaginaire érotique, ou en tout cas être plus à l'aise avec. Mais on peut aussi être accompagné pour mieux gérer ce que cela implique, parce qu'en fait, ça peut faire peur de s'ouvrir à ces fantasmes, parce que justement, on va aller se confronter à ces parts d'ombre. Donc c'est important de se sentir en sécurité vis-à-vis de ça et d'être accompagné si on en ressent le besoin, parce que ça peut être confrontant. Et on est tous différents par rapport à ça, de par notre histoire. Donc il n'y a pas de jugement à avoir, juste s'écouter sur ce qui nous paraît le plus adéquat pour nous. Et comme je le fais, moi, avec beaucoup de femmes qui ont besoin de renforcer cette sécurité intérieure, pour assumer cette part d'elles-mêmes, on peut aller voir aussi d'autres professionnels qui existent, sexologues, sexothérapeutes. Mais encore une fois, on peut vivre très bien sans explorer cette part de soi. C'est un choix que l'on fait pour soi et qui nous permet soit de contribuer à notre épanouissement en nous en éloignant ou soit en l'approfondissant. Donc il faut se sentir peut-être en adéquation de tout simplement avec cela. Parlons maintenant de l'envahissement qu'on peut ressentir face au fantasme. C'est donc la deuxième configuration qui peut être problématique. C'est à l'inverse certaines personnes qui se sentent obsédées par leurs fantasmes. Les fantasmes deviennent compulsifs, parfois au point de parasiter le quotidien ou même le travail. Et dans ces cas-là, il ne s'agit plus de plaisir, mais presque d'un échappatoire. Parce que le fantasme devient un refuge contre l'angoisse, la solitude ou même des peurs inconscientes. C'est parfois un besoin aussi de remplir sa vie de quelque chose ou d'évacuer une forme de frustration aussi. Et les fantasmes peuvent devenir trop envahissants et nous faire perdre finalement le sens du réel. Et l'importance de créer à ce moment-là une réelle connexion avec son corps ou une réelle connexion avec l'autre va avoir son importance. Parce que quand on est sans arrêt dans ses fantasmes, ça veut dire qu'on est sans arrêt dans son mental, dans son imaginaire. Donc quelque part, il faut amener un petit peu plus de rationalité pour pouvoir équilibrer les choses. Parce que je pense que c'est un signal qu'il faut écouter lorsque cela vient parasiter notre quotidien, au point de se couper un peu du monde et puis de vivre peut-être mal le fait que on arrive à rien faire d'autre que fantasmer. Cela peut être aussi une compensation qui traduit un vide émotionnel ou relationnel, ou une difficulté de gérer son quotidien. Donc peu importe les raisons, si on se sent dans un état où notre vie est complètement dépassée par ces fantasmes, je pense qu'il vaut mieux se faire aider et être accompagné à ce sujet-là par des professionnels qui peuvent grandement nous permettre de nous libérer ou équilibrer ce rapport en mettant le doigt sur les choses qui nous traversent. Et finalement, ça vient quelque part rétablir un équilibre où en fait le cerveau cherche juste un échappatoire. Donc quand on vient après mettre en lumière ce qui nous pose problème finalement, ça vient s'apaiser. Je précise une chose concernant par exemple les adolescents. À l'adolescence, on peut se sentir complètement envahi par une sexualité qui remonte, qui est présente à l'esprit des jeunes hommes, mais parce qu'en fait, c'est une question d'hormones. Et là, hélas, on peut trouver des choses qui vont permettre aux jeunes hommes de mieux réguler ça. Mais encore une fois, il y a des solutions et je pense qu'il ne faut pas laisser quelqu'un complètement désarmé face à ces fantasmes envahissants, quitte à vraiment se faire du mal à soi ou faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc ça doit être écouté, ça doit être pris en charge parce que parfois, notre cerveau peut faire des choses qui nous dépassent et c'est des signaux qui sont à prendre en compte et à ne pas prendre à la légère.
Les fantasmes féminins récurrents. Alors cette partie va sûrement grandement vous intriguer car je vais vous révéler les fameux fantasmes que les femmes éprouvent le plus communément. Alors il n'y a pas de schéma figé bien sûr, mais ce sont des imaginaires qui reviennent souvent comme des archétypes du désir. Et ce qui est fascinant, c'est que ces archétypes varient avec l'époque, avec la culture, mais aussi avec le rapport intime que chacune entretient avec sa liberté, avec son rapport à la transgression ou à la sécurité. Alors je précise que ces tendances ne parlent pas de ce qui est normal ou non dans les fantasmes. Ce n'est pas parce qu'il y a une proportion, une majorité de femmes qui ont certains fantasmes qu'on n'est pas normal de ne pas les avoir. Chacune est singulière, de par son histoire, et bien que nos origines peuvent être communes et notre société nous lie, c'est aussi des choses qui varient selon une personne à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir le point commun en proportion et qui va nous permettre peut-être de mieux comprendre en tout cas ce qui se passe dans la psyché féminine. Alors le premier grand fantasme, c'est la domination consentie. C'est sans doute un des plus fréquents. Et d'ailleurs, selon une étude menée par The Journal of Sexual Medicine en 2022, près de 64% des femmes déclarent avoir déjà fantasmé une forme de soumission érotique dans un cadre totalement choisi et contrôlé. Ce qui attire ici le plus souvent, c'est que la contrainte permet, ou en tout cas elle incite à l'abandon, à l'idée du lâcher-prise, de ne plus avoir à faire, de se laisser emporter par une force qui guide, qui assume, qui prend en charge. Il y a aussi une forme de sécurité que ça ou son partenaire permet de ressentir dans cette soumission consentie. C'est aussi une manière de suspendre le contrôle dans un monde où les femmes, souvent, doivent gérer énormément de responsabilités. Le travail, la famille, la charge mentale, les enfants. À ce moment-là, le fantasme permet d'être dans un rôle où l'on cesse d'être celle qui anticipe pour devenir celle qui ressent. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui témoignent qu'il n'y a que dans ces moments-là qu'elles arrivent vraiment à s'abandonner et à vivre des orgasmes parce que la contrainte leur permet de vivre le lâcher-prise. Donc ce n'est pas un désir de domination au sens social, mais plutôt une quête de désappropriation du mental, une forme de méditation érotique au travers de la guidance de l'autre. Et d'autres chiffres confirment cela, puisqu'une enquête de YouGov France en 2023 montrait que près d'une femme sur deux trouve excitant de se faire dominer, à condition, par contre, que le cadre soit clair, le consentement mutuel, qu'il y ait finalement un rapport de confiance posé. Donc c'est assez intéressant et je pense que le sujet est vaste. Je vous donne ici un petit échantillon de ce fantasme féminin. Et encore une fois, ce n'est pas une envie d'être dominée dans la vie réelle, ça reste un fantasme, ça reste un scénario qu'on joue et qu'on imagine pour pouvoir s'autoriser à vivre quelque chose intérieurement. Le deuxième grand fantasme, qui est très fréquent chez les femmes, c'est les rapports multiples ou la triangulaire. C'est un univers très présent dans l'imaginaire féminin, l'idée de pluralité, d'énergie partagée, de tension entre plusieurs présences. Et une autre étude révélait en 2022 que près de 40% des femmes âgées entre 25 et 45 ans avaient déjà fantasmé une scène à trois, et souvent d'ailleurs avec deux hommes. Ce fantasme ne relève pas forcément du passage à l'acte. En fait, il évoque plutôt la mise en valeur du féminin, l'intensité du regard qui est posé sur soi, la possibilité d'être désiré de plusieurs côtés, comme une scène où l'on devient le centre d'un univers sensuel. Ce n'étant pas une question de nombre, c'est plus une question de regard démultiplié sur soi, celui des autres, mais aussi le sien propre, celui qui observe et se découvre. C'est un besoin de se retrouver au centre de l'attention et d'avoir tous les égards. Le troisième fantasme qui est récurrent, c'est l'inconnu.
Et celui-ci est presque intemporel. L'inconnu, c'est la projection d'un espace où tout est possible, un visage croisé, un étranger, une personne qu'on rencontre dans un train, un ascenseur, dans un lieu anonyme. Et d'ailleurs, une étude de l'Institut IFOP pour CAMCAT en 2023 montre que près de 57% des femmes déclarent avoir déjà fantasmé une relation avec un inconnu. Et ce qui séduit ici, c'est la neutralité du regard. Cet homme ne sait rien de vous, il ne vous juge pas, il ne vous attend pas dans un rôle. Et en fait, c'est l'aventure, c'est un espace de liberté pure. Le fantasme de l'inconnu, c'est aussi un moyen d'échapper au scénario connu de la vie quotidienne. C'est le plaisir du mystère, de l'altérité absolue. Et souvent, dans le fantasme, ce n'est pas l'acte en soi qui compte, mais le moment suspendu où l'on imagine ce possible-là. Alors j'entends beaucoup de femmes parler de ce fantasme, mais qui finalement, elles ne se voient pas le réaliser. Parce que ça vient trop toucher à des besoins de sécurité, de consentement, parce que, selon le contexte, il faut aussi ressentir les choses et c'est rare de tomber sur une alchimie comme ça sans connaître un minimum la personne. Et dans un contexte comme aujourd'hui, je précise, que ce n'est pas parce que les femmes fantasment ce type de relation, sexuelle qu'elles ont envie de passer à l'acte. Elles n'ont pas envie, qu'un homme vienne, les contraindre, dans la réalité. Voilà, il faut que ce soit quelque chose de ressenti, de partagé, de consenti, bien sûr. Mais les fantasmes, encore une fois, ne sont pas toujours un besoin de concrétisation, mais plutôt un échappatoire de notre, inconscient, de notre, besoin d'idéaliser peut-être aussi le monde, d'imaginer des choses sans forcément les ancrer dans la matière. Mais rien que déjà de les imaginer, on a l'impression de les vivre et ça peut nous suffire. Le quatrième fantasme, qui revient souvent aussi, c'est les lieux interdits. Alors les lieux, jouent un rôle énorme dans notre imaginaire érotique et d'ailleurs un sondage mené par APN en 2022 révélait que près d'une femme sur 3 avait déjà fantasmé une scène dans un lieu public ou symboliquement interdit. Un musée, une bibliothèque, un ascenseur, un théâtre vide. En fait, ce qui attire ici, ce n'est pas tant le risque d'être vu que finalement le frisson de la transgression. Parce que c'est interdit dans les espaces publics et dans un espace public, ça devient soudain un lieu intime, comme si l'on inscrivait en secret et que l'on marque ce lieu de notre présence, de cette intensité qu'on peut vivre dans la sexualité. Dans le fond, c'est aussi une manière de réenchanter les lieux du quotidien. Et ça dit quelque chose de notre rapport aussi à la sensualité, parce qu'elle ne se limite plus à la chambre ou à des lieux qu'on a habituellement investis dans notre sexualité. Cela peut surgir partout, dans la ville, dans un parc, dans un endroit en tout cas où c'est interdit. C'est vraiment le frisson de la transgression. Et bien sûr, ce type de fantasme-là n'est pas forcément des choses sur lesquelles on a envie d'aller jusqu'au bout, mais ça reste des choses qu'on a envie de se raconter, qu'on a envie d'avoir à l'esprit. Et on peut s'amuser d'ailleurs à fantasmer cela, à se raconter des histoires à son ou sa partenaire et inclure justement cette idée de fantasmer à deux et d'imaginer alors qu'on est simplement dans sa chambre à coucher. Le cinquième fantasme qui est récurrent chez les femmes, c'est de faire l'amour avec une autre femme. Et il est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Et il faut d'abord dire une chose essentielle, ce fantasme n'est pas réservé aux femmes homosexuelles ou bisexuelles. Les études récentes montrent que près d'une femme sur 3 a déjà imaginé un scénario érotique avec une autre femme. Et plus surprenant encore, près d'une femme sur 5 qui se dit exclusivement hétérosexuelle a déjà eu ce type de rêve ou de pensée. En tout cas, c'est ce que révèle une étude du journal of Sexual Medicine, publiée en 2022. Alors, qu'est-ce que cela raconte ? D'abord, il y a une dimension profondément narcissique, et au sens noble du terme. Parce que fantasmer une autre femme, c'est parfois fantasmer sur soi-même, sur sa propre féminité. C'est érotiser finalement son image, se désirer soi-même, et se comprendre mieux, se magnifier.
Et l'autre femme devient en fait un miroir sensuel, bienveillant, qui renvoie une image de soi débarrassée de regards masculins, d'attentes, de rôles à tenir. En fait, c'est un espace d'auto-érotisme où le désir se tourne vers soi à travers l'autre. Et ce fantasme-là, c'est souvent une forme de reconnaissance du féminin par le féminin, une célébration intime, un désir d'être comprise dans la douceur, dans la lenteur, dans une forme d'écoute corporelle que beaucoup de femmes trouvent absente dans la sexualité plus classique. Les psychologues parlent ici de désir de fusion narcissique, une envie de se reconnaître, de se réconcilier avec son propre corps, à travers une figure féminine. Et ce n'est pas une question d'orientation, c'est une question d'intensité symbolique. D'ailleurs, dans une étude italienne menée en 2020, les chercheurs ont observé que plus une femme ressentait une pression à se conformer au modèle féminin traditionnel, moins elle osait explorer ce type de fantasme. Autrement dit, ce désir surgit souvent lorsque l'on commence à s'affranchir des rôles, à se réapproprier sa liberté intérieure. C'est intéressant parce que cela deviendrait alors un fantasme d'émancipation douce, mais aussi de sécurité. Être dans ce fantasme avec une autre femme, on n'a pas à ce moment-là à performer, on n'a pas à séduire selon des codes. On peut se détendre, respirer, se laisser toucher, ressentir, sans se défendre. Et c'est sans doute pour cela qu'il fascine autant. Il représente une forme d'érotisme plus circulaire, plus enveloppant, où la sensualité n'est pas centrée sur l'acte, mais sur la texture de la relation. Le regard, la complicité, le rythme, la tendresse. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre et que je le souligne assez, comme tous les autres fantasmes, ce n'est pas à interpréter de manière littérale. En fait, cela nous donne une lecture bien plus profonde de notre complexité, des chemins que notre cerveau prend pour finalement inclure une partie en nous dans une dimension symbolique, et cela par l'érotisation. Il ouvre la porte à un érotisme qui réconcilie le corps, le cœur et l'image de soi. Et enfin, un dernier grand thème, qui est parfois négligé, pour autant très important, c'est la fusion émotionnelle. Parce qu'en fait, beaucoup de femmes fantasment moins sur finalement la performance, mais plus sur l'intensité du lien. Ce n'est pas seulement un acte, c'est une rencontre totale, physique, psychique, énergétique. Alors, je dirais même, au-delà du fantasme, c'est presque plus un idéal. Et selon un rapport publié par Durex Global en 2022, près de 70% des femmes affirment que leur fantasme érotique inclut une forte dimension affective ou spirituelle. C'est une recherche de communion, de regard, de résonance. Ce fantasme-là n'est pas spectaculaire, il est plutôt intérieur. C'est celui du souffle partagé, du silence après l'extase, du geste tendre après l'intensité. Et quand on regarde ces fantasmes, d'ailleurs dans l'ensemble, on remarque une chose. Ils ne parlent pas seulement de sexualité, ils parlent de liberté intérieure, de confiance, d'abandon, de reconnaissance. Derrière chaque fantasme, il y a un besoin psychique profond, être vue, être libre, être vivante. Et c'est cela, sans doute, qui rend le fantasme féminin si fascinant. Ils sont à la fois charnels et symboliques, pulsionnels et poétiques. Les fantasmes féminins sont une langue intérieure, ils traduisent les besoins profonds du corps et de l'âme. Alors les juger, c'est se couper de ce langage, et au contraire, les écouter, c'est ouvrir un dialogue avec soi-même. Le fantasme, finalement, est un outil de connaissance de soi, un laboratoire intime du désir, une énergie de vie qui relie le corps, le cœur et l'imaginaire. Alors, plutôt que de chercher à savoir si vos fantasmes sont normaux, demandez-vous, que me disent-ils de moi ? Quelle énergie cherchent-ils à réveiller ? Comment puis-je les vivre en conscience ? Parce qu'au fond, fantasmer, c'est aussi réenchanter sa sexualité.